Donc on va commencer cette vidéo qui paraîtra prochainement sur la chaîne YouTube Mystère de Provence. On commence cette vidéo par un personnage qui va nous raconter une histoire mondialement connue. Et ce personnage s'appelle Maurice Chassepoul. Alors, Maurice, oui. Avant de vous présenter, il me semble que vous êtes réellement un enfant du pays. Ah oui, je suis né à Valençon comme Maurice Mars d'ailleurs. Tous les deux, on est de Valençon. Et vous avez été un élu local. Oui. Vous avez réalisé plusieurs mandats. 6 mandats de mairie, 3 mandats de conseiller général. Voilà. Donc voilà, il connaît quand même son sujet. Oui. Alors, Maurice, vous étiez donc l'ami d'un autre Maurice, à qui il est arrivé une aventure le 1er juillet 1965. Alors, je vous écoute. Alors, d'abord, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Jean Souriant. Alors, vous savez, lorsque, souvent, quand il y a une réunion, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on dit, s'il n'y a pas la qualité, il y a la quantité. Et bien, ce soir, il y a la qualité et la quantité. Alors, voilà l'histoire de Maurice Mars. Alors, je vous dis tout de suite que je ne suis pas ufologue, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas conférencier, je suis la mémoire et la parole de Maurice Mars. C'est tout. Donc, 1er juillet 1965, 5 h du matin. Maurice Mars, agriculteur, 41 ans, prend son tracteur pour aller biner ses jeunes lavandes dans un champ de lavande à la sortie du village qui s'appelle l'Olivol. Il arrête son tracteur, il descend de son tracteur, puis il dit « je vais fumer une cigarette ». Alors, vous savez que dans les agriculteurs, lorsqu'ils labourent, il y a toujours des pierres qui remontent. Et donc ces pierres, ils mettent les unes sur les autres, ça fait des petits murets. Chez nous, on appelle ça un clapier. Donc il était derrière son clapier, en fumant sa cigarette tranquillement. Puis tout d'un coup, il entend le sifflement. Ah, qu'est-ce que ça? Alors il fait le tour de son clapier, il rentre dans un champ de lavande, des jeunes lavandes qui venaient biner. Et puis il croit voir d'abord une Renault Dauphine jaune. Mais il dit que fait cette Dauphine à 5 h du matin dans mon champ. Puis finalement il dit non, c'est pas une Dauphine, ça ressemble. Puis il s'approche. Puis il dit c'est pas un hélicoptère non plus. Et puis, à mesure qu'il s'approche, il voit que 2 petits êtres humanoïdes étaient penchés en regardant sa lavande. Et à un moment, un de ces 2 petits humanoïdes se lève et l'aperçoit. Et là qu'il aperçoit, prend sur le côté de sa combinaison un petit tuyau et lui passe dessus. Et à partir de ce moment-là, ça a été fini, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus reculer. Mais il était bien, il a dit j'étais bien, mais je ne pouvais plus faire un mouvement. Alors ces 2 petits êtres qui se sont dressés tous les deux après pour le regarder, pas plus grave que les gamins de 8-10 ans, à peine 1 mètre, une tête, une grosse tête. Alors, ce qui lui a un peu porté tort, c'est qu'à Valençon, on nous appelle le pays des grosses têtes. Alors, ça lui a un peu porté tort parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et je vous raconterai pourquoi après. Donc, une grosse tête, pas de cou, une bouche ronde, presque pas de cils, juste avec un pouce. Alors, on rendait compte de ces 2 petits êtres qui nous regardaient comme ça. Alors, il disait, j'ai l'impression qu'ils se moquaient un peu de moi quand même. Ils parlaient entre eux un gargouillement. Mais dans les yeux, je disais, de la bonté, et pas de l'agressivité. Ces 2 êtres, à la fin, remontent dans leur habitacle, et ça remonte comme un classeur un tiroir de classeur. Là. Ils remontent tous les 2. En haut, il y avait un perspicace où il a vu
où il a vu les deux petits humanoïdes partir. Ça s'est soulevé. Il n'y avait pas de lit, ni rien. Hein. Il y a eu les pieds, il y avait 6 pieds, ça s'est mis à tourner. Il y a eu un trou central de 40 cm de profondeur, ça a rentré dans le ça s'est soulevé, sans bruit, et c'est parti, il a dit, à la vitesse de l'éclair. Alors, vous vous rendez compte, mettez-vous un peu à sa place. L'émotion qu'il a pu avoir. L'émotion. Alors, au bout d'un moment, je ne sais plus si c'est 5-10 minutes, il commence à pouvoir bouger un bras. Et puis finalement, il se dit, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que j'ai eu une hallucination? J'ai quand même pas vu. Puis l'endroit où la soucoupe volante s'était posée, c'était strié, comme s'il y avait eu une poussée volcanique, avec un trou central de 40 cm de profondeur et la place de 6 pieds. À l'époque, à ce moment-là, la terre était même détrempée. Bon, finalement, il se dit, ouais, écoute, je ne sais pas. Il est abasourdi, alors il va à Valençon un café chez un ami qui s'appelait Dédé Moisson, et il lui raconte de l'histoire. Alors, il lui dit, j'espère qu'il n'en parle pas, parce qu'on va me prendre pour un fou. Quand on va raconter ça dans un café, surtout n'en parle pas, ça a été fini. 5 minutes après, tout le village était au courant. Donc, c'est pas bon, ça n'en parle pas, malgré tout. Et après, c'est arrivé aux gendarmes. Les gendarmes ont entendu parler le soir. Et donc, ils sont allés le chercher, puisqu'ils avaient entendu ça. Ils l'ont interrogé. Alors, ils lui ont dit, allez, dites-nous, vous avez bu un coup? Ah, vous avez fait ça pour faire de l'argent? Ah, vous avez fait ça avec des amis? Vous avez fait ça? Mais il dit, non, mais arrêtez. Non, je vous explique ce qui s'est passé. Mais arrêtez de me prendre pour un fou, parce que si ça continue, vous allez me faire enfermer. Donc, ensuite, il a été encore appelé par les gendarmes à 11h du soir. Les gendarmes qui venaient de Lille, ils ont encore interrogé jusqu'à 5h du matin. Bon, après, ce qui lui est arrivé, la suite de ça. Premièrement, ça a fait boule de neige. D'abord, c'est les gens du village, puis ça a été les gens de l'extérieur. Et après, il est arrivé des. Comme ça. Comment ça s'appelle? Il vient poser des questions. Des journalistes. Je cherchais le nom. Il y avait des journalistes du monde entier, mesdames et messieurs, du monde entier. Des centaines, des dizaines. Alors au début, il racontait toujours son histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois. Après, il a dit j'en ai assez, je ne veux plus vous entendre parler. Et c'est à ce moment-là, comme on était voisins et amis, alors qu'à l'époque, il avait 41 ans, et moi j'en avais 24, j'en ai 84 aujourd'hui, donc vous voyez que ça fait 4 jours, mais on était voisins et amis. Et ce qui a fait notre amitié, c'est qu'à l'époque, vous savez, on vivait dans les maisons. On naissait dans les maisons plutôt. Et c'est sa mère, Aline, qui m'a mis au monde. Alors, pensez donc, cette amitié, ça a duré toute la vie. Donc, du jour au lendemain, il n'a jamais plus voulu parler. Donc, depuis, je parle. J'ai raconté l'histoire peut-être des centaines, des milliers de fois, comme plus que lui. Mais alors, c'est pas tout. C'est que lorsque ça lui est arrivé, il se serait plus, il pouvait plus se lever, il dormait. Il aurait dormi la journée entière. Alors qu'avant, il dormait normalement 5-6 heures. Il fallait que sa femme le réveille. Maurice se réveille pour donc il aurait dormi des journées entières. Il ne pouvait plus porter une montre. Soit l'avancer, soit le reculer, soit se bloquer. Donc tout ça, ça ne s'invente pas. Parce qu'au départ, on lui avait dit ah, mais vous avez inventé tout ça. Et non, ça ne s'invente pas, c'est pas possible. Ça lui est vraiment arrivé. Il en a souffert. Mesdames et messieurs. Et moi, je ne souffre pas. Ça ne me fait pas souffrir. Voilà. Mais c'est pas tout. C'est que un jour, Jeannette, son épouse, me dit on lui a dit, vous avez fait ça pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Et elle me dit, si Maurice avait accepté l'argent que le monde entier lui offrait, mes petits-enfants n'auraient pas besoin de travailler. Et il n'a jamais voulu un centime. Il recevait des courriers. Alors là, c'est exceptionnel. Il a reçu une lettre d'Australie
écoutez bien. Monsieur Maurice Mas France, et derrière il est marqué celui qui a vu la soucoupe volante. Et bien la lettre est arrivée. Maintenant, si vous ne mettez pas bis ou la virgule, inconnu au bataillon. Voilà, pour dire à quel point à l'époque c'était le monde entier, ça n'est occupé. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Et ça, c'est pas lui qui me l'a raconté, c'est son épouse Jeannette. Un an après, à 6h du matin, il arrive un peu panichon. Alors, parce que à Valençol, on a une couture, parce que dans la Lavande, il y a des coutures. Donc, ceux qui aiment des coutures, l'eau aussi bien à 6h du matin qu'à 4h du soir, quand lui, il arrive à 6h du matin. Et lorsqu'il rentre, je vous dis, sa femme, elle lui dit, fais panichon. Il dit, non, non, j'ai rien. Ah si, oui, je peux quelque chose. Dis-moi. Eh bien, tu sais, je viens de les revoir, un an après. Et il a dit, tu sais, je les ai vus en l'air. Mais c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois écouté. Mais surtout, n'en parle pas. Hein. On ne va pas recommencer le cinéma d'il y a un an. Donc, il n'en a jamais parlé. Alors j'ai posé la question à Jeannette, je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à le dire? Donc, elle m'a dit, oui, c'est pour ça que je me permets, mesdames et messieurs, de vous dire qu'un an après, il les a revus. C'est pas beau ça? Hein, c'est exceptionnel. Voilà, alors, vous avez des questions à me poser, non? J'ai tout dit. Vous avez tout dit. Alors, les questions à poser, et après, on demandera à Christophe de le confirmer. Lorsque j'étais allé à Valençol, parce que vous avez l'interview, j'avais fait une interview de Maurice Chassepoul, mais il s'en souvient plus, il a vu des milliers de personnes. Je crois que c'était en 2011. J'étais allé dans votre cabinet de curiosité. Ah oui. On a été très bien reçus parce que franchement, un accueil extraordinaire. Et à l'époque, vous nous aviez dit que les traces de cet ovni se voyaient encore des années après. Oui, donc pas les traces. Pendant 10 ans, il n'a plus rien poussé dans le champ. Il plantait, ça mourait. Mais pas le champ complet, hein, juste l'endroit de la soucoupe. Hein. C'est-à-dire que c'est pas très grave. Il n'y a plus rien qui poussait, plus rien. Il a fallu attendre 10 ans. Donc c'était. Alors, allez-y, oui, je vous l'écoute. Ah ben alors c'est à ce moment précis que vous allez donner le micro à notre voisin Christophe qui va nous expliquer, lui, le résultat des analyses qu'il en a faites. Alors, nous sommes une association effectivement de curieux, de cherchants, et on accueille absolument toute histoire, toute thèse, et on aime à vérifier et à lever quelque part un doute sur ce qui peut nous être présenté. Donc on fait ce qu'on appelle de la géobiologie, c'est-à-dire que c'est la lecture de l'énergie des lieux, et peut-être que vous le savez, certains qui peut-être dans la salle pendule, nous aimons aller sur des lieux et se poser une question. Pour avoir une réponse du pendule, on ne travaille pas les pendules, mais peu importe, on ferait la même chose, il faut toujours être très précis dans la question. La question qu'on s'est posée, après avoir rencontré Maurice et avoir arpenté ces champs de lavande, sentir la magie des lieux, c'était, y a-t-il sur Valençol des singularités au niveau du sol qui puissent refléter quelque chose d'anormal d'un point de vue, ce qu'on appelle le géobiologique, c'est-à-dire de la distribution des réseaux telluriques dans la Terre. Et effectivement, donc on est parti de loin en disant la commune de Valençol, puis on a quelques-uns avec Olivier qui est dans la salle, qui était là, qui travaillait avec moi sur ça. On est tombé sur un endroit qui présentait pour nous ce qu'on appelle une singularité. Donc quelque part quelque chose de déformé, quelque chose qui n'est pas naturellement présenté par la Terre. Et sur ce lieu-là, on a cherché à comprendre. Ce qu'on a observé, et j'ai écouté avec attention ce que tu disais Maurice, ce côté terrain humide. Nous avons observé à un endroit qu'en fait effectivement les réseaux telluriques avaient été repoussés. Donc, et sur une forme totalement circulaire,
Pour ceux qui connaissent les réseaux telluriques, on parle généralement des réseaux Hartmann, des réseaux Perret, des réseaux Curie. Et seules deux trames de réseau, la Hartmann et la Curie, la Perret, étaient modifiées. Autrement dit, on s'est dit que c'est quelque chose qui est particulier, qui a modifié une distribution énergétique naturelle du lieu. Et alors, qu'est-ce qui peut modifier ça? Peut-être que vous connaissez le phénomène de feu de Saint-Elme sur les bateaux. C'est-à-dire, c'est une charge électromagnétique intense qui, se cumulant sur un lieu, pousse les réseaux qui, eux, sont sensibles à l'électromagnétisme. Donc, la seule explication qu'on a pu trouver pour expliquer cette zone qui était quelque part vidée de ces réseaux telluriques, c'était qu'il y avait un champ électromagnétique intense qui s'était exprimé sur ce lieu. Ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, et sur la recherche des disparus, est intéressante, parce que dans cette approche que l'on peut avoir sur le terrain pour sentir les choses, on est extrêmement vulnérable à ce que d'autres pourraient avoir projeté sur le lieu comme une information. Et généralement, ce sont ces informations que l'on trouve en premier lieu. Donc pour les disparus, c'est généralement la cristallisation des désirs de trouver quelqu'un à tel endroit que le radiesthésiste va trouver en premier lieu. Et donc il faut savoir écarter ces faux signaux pour arriver à la réalité de ce que le lieu, ce que la Terre exprime. Alors effectivement, l'histoire peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que nous étions allés il y a 10 ans lorsque vous aviez fait une superbe petite soucoupe volante avec les deux humanoïdes dans un champ. Et avec Olivier et d'autres, nous étions, pas forcément attirés par cette maquette, aussi sympathique soit-elle, mais on était attirés par un autre endroit. Et sur cet endroit, on y a passé une bonne demi-heure, parce que les géologues, c'est abominable. Ça passe un temps incroyable à lire les choses de la Terre. Et au retour, des personnes de Granson, qui tenaient la petite buvette juste à côté, nous ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Écoutez, nous on sentait que c'était par là-bas que ça nous attirait. Et la réponse a été claire. Ah ben oui, mais effectivement, c'est par là-bas que ça s'est passé. Donc tout ça pour dire que cet endroit précis, effectivement, c'est quelque chose qui ne se dévoile pas, pour plein de raisons, parce que c'est respectable. On y a trouvé une énergie assez neutre, dans le sens des mémoires du lieu. Mais comme on est très curieux, on s'est posé la question, s'il y a eu quelque chose qui est venu, qu'est-ce qu'il venait faire ici? Nous, notre réponse, en toute modestie, ce qui nous est répondu par l'énergie des lieux, c'est que le travail des abeilles, vu du ciel, est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que cette réalité de l'abeille qui est au travail, et qui a un seul objectif, c'est effectivement de polliniser, de ramener du pollen à la niche, à la ruche, pardon, peut-être intrigue vu de l'espace. Et je prends la précaution de mettre peut-être. Il y a effectivement la tache violette vu de l'espace, mais c'est, je pense, nous pensons, que c'est plus ce travail qui peut être perçu de très loin. Voilà le témoignage que je pouvais apporter. Merci Christophe. Alors Maurice, vous avez donc dans votre cabinet de curiosité de nombreux objets, de nombreux éléments, et vous m'avez dit, et ça m'a impressionné, que chaque année vous receviez des centaines de personnes du monde entier. C'est exact, oui. Alors j'ai un cabinet de curiosité. C'est mon bureau, mais également un cabinet de curiosité. Et je reçois dans l'année entre 700, 800, 900 personnes du monde entier. L'année dernière, il y en a eu 700 du mois de juin au mois de septembre, de 16 nations différentes. Alors je ne parle pas, à part le provençal,
Et le français, je parle ni l'anglais ni rien du tout. Mais j'ai un ami qui s'appelle Jacques, qui est avec moi, qui parle plusieurs langues, et lui, chaque fois, traduit ce que les gens vous disent. Parce que sinon, à part les gestes, je ne sais pas trop parler les langues. Voilà. Mais c'est impressionnant, le nombre de personnes qui rentrent. Alors, j'ai eu toutes les télés de France et de Navarre. Je ne dis pas combien de télés sont rentrées, parce que ça trouve le moulin, un chapeau, un parapluie pour la lumière. J'ai même raconté dans le chat de la vanne l'histoire de Maurice en provençal, avec l'émission Vaki. Vous connaissez l'émission Vaki? Et bien voilà. Donc, c'est impressionnant, je suis même impressionné moi-même. Voilà pourquoi cette histoire de Maurice Mas, qui au départ faisait peut-être un peu rire, mais n'était pas du tout risible. Et nous avons fêté, alors je vous invite cette année, puisque nous allons faire les 60 ans. Et vous allez voir à la suite de la conférence un film qui a été tourné à Valençol par Dominique Filion. Et ce film va passer dans toutes les salles en France. Et vous avez la primeur ce soir dans la salle tout à l'heure. Donc, je vous invite, si vous le voulez bien, pour les 60 ans de Maurice Mas à Valençol. Si vous voulez venir dans mon cabinet de curiosité, vous savez, il y a de tout, il y a du café, il y a du pastis, il y a tout ce que vous voulez. Des bonbons, des amandes, du miel, de la lavande, tout ce que vous voulez. Et c'est offert, hein, c'est offert. Voilà, donc, tout ça. Alors, puisqu'on en a encore à Maurice, vous allez dire à quel point il ne voulait plus parler. Un jour, il était au bistrot, en train de boire un café, ou un pastis, je ne sais pas. Quelqu'un s'approche et lui dit: vous connaissez M. Mas? Ah, mais bien sûr que je le connais. Ah, et vous ne savez pas où il est? Vous n'avez pas de chance. Il y a encore 10 minutes, il était assis à côté de moi. Et vous ne savez pas où il est allé? Ah, moi, ça j'ai tiré. Vraiment, monsieur, vous n'avez pas de chance. Si vous étiez venu 10 minutes avant, vous auriez dit c'était lui. Voilà, vous dire à quel point elle en avait assez, et c'est pour ça qu'il m'a transmis l'autorisation de parler de son histoire tant que je serai encore de ce monde. J'en ai encore pour des années, à raconter l'histoire de Maurice Mas. Mais avec un plaisir, mesdames et messieurs, exceptionnel. Exceptionnel. Allez-y. Alors, on vous écoute. Bon, je vous ai dit que je n'étais pas une ufologue ni rien, mais je vais vous raconter l'histoire des grosses têtes à Valençol. Je pense que dans tous les villages, par exemple, nous, on est le pays des grosses têtes. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, à Puy-Moisson, à côté, on dit le pays des suppléants et des siffleurs. À Riès, les mourets blancs. Vous faites le mouret, vous n'êtes pas content. À Rémoux, c'est les touches-mains. Alors, Valençol, pourquoi? Ah, c'est pas parce qu'on est peut-être plus grosses que les autres, non. C'est qu'on a toujours eu des gens comment je veux dire, de très riches seigneurs, des gens de beaucoup de noblesse. Et on disait, oh là là, Valençol, c'est de gros poneys, c'est de grosses têtes. Hein. Voilà pourquoi nous on les appelle les grosses têtes, parce que je vais vous donner simplement 3 noms. Saint-Mailleul, quatrième abbé de Cluny et de Souvigny, qui a fondé toutes les abbayes de toute l'Europe, qui était un ami personnel de Capet, et qui était tellement reconnu par toute l'Europe que Otton II, qui était empereur d'Europe, lui a offert la papauté, mesdames et messieurs. Il a refusé. S'il avait accepté, il aurait eu un pape valençolais. Alors le deuxième, on n'a pas eu un si beau destin. C'est l'amiral de Villeneuve qui a perdu la bataille de Trafalgar contre Nelson. Vous avez tout entendu parler, des fois on vous dit, il m'a fait le coup de Trafalgar. Et malheureusement, lui, il a perdu, mais il est aussi natif de Valençol. Vous voyez pourquoi être marin, pas obligé d'être porteur de la mer. Hein. Et le troisième, qui s'appelle le général de Brunet, sous la Révolution, était Barras, il y avait Robespierre, Barras, l'avait envoyé à Toulon il y avait des insurgés en disant il faut les mater, il a refusé. Donc, moi, ils se sont des Français, je ne vais pas. Remonter à Paris, guillotiner. Voilà. Ça a vite été fait. Vous refusez, guillotine. Voilà 3 hommes importants, c'est pour ça que je vous dis les grosses têtes. Alors, si vous avez encore 5 minutes, il y a une histoire de grosses têtes un peu amusante.
C'est pas la vérité, mais c'est amusant. Nous avons un village qui était fermé par des remparts. Et un jour, la Valette demande au maire du village, à l'époque on ne disait pas le maire, on disait le consul, au consul de recevoir ses soldats et ses chevaux. Alors, il faut savoir que le consul était de la Ligue, il était catholique, et la Valette était protestante. Donc, il a refusé. Non, on va de la colère, la Valette a dit, puisque c'est comme ça, on va les mettre au plat. Il part de Sisteron avec 800 chevaux, il arrive à Manosque, et il dit, on va aller attaquer Valençon. Alors, le consul, qui s'appelait Collaré, apprend que la Valette va les attaquer. Alors, il a dit, oui, ils ont pas mal de quoi, mais nous, on n'a pas grand-chose. Hein. Alors, il réunit le conseil municipal, et il dit à ses conseillers, est-ce que vous avez une idée de comment on peut se défendre contre l'invasion de la Valette? Pas de bruit. Puis finalement, il y a des conseillers municipaux qui disent, moi j'ai une petite idée. Ah, laquelle? Et puis il dit, vous savez, monsieur le maire, monsieur le consul, vous savez qu'à Valençon, les femmes sont généreuses, plantureuses, avec un beau fondement et une belle académie. Et je pense que lorsque la Valette va attaquer, si on les mettait sur le mur, et un peu comme on fait un gars à bon, les jupes sur la tête, peut-être ça pourrait de l'effet. Bon, finalement, comme il n'y avait pas grand-chose, allons-y, on va faire comme ça. Donc, on demande à toutes ces dames de venir, et la Valette dit, Manosque dit, on ne sait pas comment les Valençonnais vont se défendre, on va envoyer deux chevaux de cavaliers pour un peu voir. Alors, lorsque les chevaux arrivent, les sentinelles qui étaient sur les remparts, ah, ça y est, ils arrivent, je dis, mesdames, et toutes ces dames, non. Alors, lorsque les deux arrivent au cheval, qui voient ça, ils font demi-tour à fond de train en descendant à Manosque, ils disent à la Valette, alors, on attaque. Ah non, pourquoi? Pourquoi dit, c'est vrai, sur les gens de tête rose, c'est comme ça. Ils ont la bouche à travers, une peur de moustache, et du coup, voilà, ça c'est une histoire, c'est pas la vérité. C'est une histoire. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Je pense que, voilà, il y a encore des choses à dire? Je le pense parce qu'il y a un livre qui a été écrit par Caroline Comte sur votre parcours. Ah oui. Et dans lequel aussi on relate le parcours aussi de l'histoire de Maurice Mas. Voilà, c'est bon, il y a quelqu'un qui m'a dit Maurice, parce que je vous ai dit, j'ai fait 6 mandats de mairie, 3 mandats de conseil général, j'étais le créateur de la fête de la lavande, la Valençonne qui maintenant attire 25 000 personnes. Donc j'ai pas mal fait de choses dans ma vie. Hein. J'ai commencé à 17 ans et je ne me suis plus arrêté. Donc on a écrit un livre sur ma vie, et dans l'histoire, c'est des chapitres, et le chapitre de Maurice Mas. Mais sinon le reste, vous savez, du ufologique. Voilà, mesdames et messieurs. Écoutez, vous êtes exceptionnels, je vous aime. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ah oui, on sent vraiment... Il est vraiment exceptionnel. Ouais, l'homme d'exception, et effectivement qui aime partager. Hein, qui aime partager, ça c'est vraiment... C'est le partage. L'amitié, le partage. Voilà, la qualité fondamentale. Être sur terre pour apporter quelque chose, parce qu'il y a toujours, déjà, il y a deux choses. Il y a celui qui est le charrette, il y a ceux qui montent sur la charrette et ceux qui la tirent. Mais moi je suis de ceux qui la tirent. Je crois que non. Alors madame, Une question. avancez-vous parce qu'on ne va pas vous entendre, du coup on utilise tous les micros. Oui, on a un problème de micro. Avance-toi, il va te donner le micro. Bon, c'est pas. Monsieur Mas vous a confié son histoire. Oui. Il vous a chargé de la transmettre, parce que lui n'avait plus envie de la raconter. Est-ce qu'à votre tour, vous avez donné
l'histoire de Monsieur Mas en héritage à quelqu'un d'autre. Il est un peu sourd. Est-ce que vous Non, mais avez l'histoire de désigné précède, quelqu'un? moi, je raconte ce qu'il m'a dit. Oui. Par contre, ce qu'il y a, je ne vous ai pas dit ça encore, on fait penser quelque chose. Il a dit un jour, il a dû me le dire avant, mais je ne m'en souviens pas. Un jour, je dirai tout, et je dis bien je dirai tout, il n'a pas dit je dirai la vérité, il a dit je dirai tout à mon petit-fils. Ah, voilà. Je dirai tout à mon petit-fils. Ce qui veut dire que lorsqu'il est décédé, il avait 80 ans, il est décédé en 2004, à l'âge de 80 ans. Je suis allé voir, parce qu'il a deux petits-fils. Je suis allé voir les deux petits-fils. Je leur ai dit, est-ce que votre grand-père vous a parlé de quelque chose, vous a transmis un message pour l'avenir? Tous deux m'ont dit non. Alors, je me pose une question. Je me dis, mais qui sait s'il n'a pas dit à eux, qui s'appelle Léonard, je te confie ce que j'ai vu et que j'ai jamais dit, mais de tant d'années, tu n'en parles pas. Ou alors il en dit et il emporte avec lui son mystère parce que le mystère reste entier. Le mystère reste entier. Voilà. Et vous, J'ai répondu à votre question? est-ce que vous-même, vous avez quelqu'un avec qui vous avez transmis ça, l'histoire de Mas? Vous-même? Oui, mais je la transmets, mais comme je fais à tout le monde. Je raconte son histoire, il m'a dit tout ce qu'il m'a dit, je te donne l'autorisation à toi seul, moi seul, de parler de mon histoire, tu fais ce que tu veux, tu écris, tu chattes, tu fais ce que tu veux. Donc, l'histoire de l'exécutif de votre savoir. Voilà, mon savoir, non. Je transmets, voilà. Alors, on est bien, hein. Moi, je sens déjà que on est heureux quand même. Vous voyez que c'est comme il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Alors bon, Maurice, je ne sais pas s'il y a encore d'autres informations à nous donner. Je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Peut-être que j'en oublie assis. C'est que pour aller sur le champ, on passe par une route, et un jour il y avait un petit garçon, là, tout à fait au début. Il était avec son vélo, une voiture s'arrête, il lui dit petit, tu sais où c'est posé la soucoupe? Il dit oui, il ne peut pas nous donner. Oui, donc il est conduit, puis arrivé, il lui a donné un franc. Oh, il a dit attends, maintenant je sais ce qu'il va faire. Il s'est mis à la route. Et puis chaque fois qu'il passait quelqu'un, il a pris une petite fortune comme ça. Vous voyez comment cette fortune n'avait pas grand-chose, hein? Il avait compris le coup. Mais c'est pas lui qui l'a cherché, c'est qu'on lui a donné. Alors ça, c'est des anecdotes, Alors, petite anecdote personnelle, lorsqu'on est allé filmer à Valençon, je crois que c'était en 2011, on recherchait, alors après, avant de vous avoir rencontré, on recherchait le lieu où avait atterri l'OVNI, et il y avait une exposition d'artistes peintres, je crois, dans la chapelle en centre-ville, Saint-Mailleul, et donc on était perdus, on arrive là, on connaît personne, et sort un des artistes qui avait exposé à Marignane à l'époque, quelques années avant, et il dit, on lui parle de ce qu'on cherche, il dit bah, ça tombe bien, j'ai mon voisin qui expose, qui habite en face du champ de lavande. Et ce qui est extraordinaire, c'est que partout où on est allé enquêter, les informations nous venaient nous tomber du ciel à chaque fois. Hein, ça a été le cas pour l'affaire Humit à côté de Digne, à la Javie, où à chaque fois on rencontrait les personnes qui nous donnaient les renseignements. Ce qu'on appelle peut-être la synchronicité, mais voilà, cherchez et vous trouverez. Et comme dans la conférence de la langue des oiseaux la semaine prochaine, persévérez, percez et vous verrez. Voilà, c'est un peu le message. On a fait une interview de Maurice cette année-là. Elle est sur une chaîne YouTube de Frédéric Garcia. Alors vous tapez Frédéric Garcia ou Fred Garcia, alors il y en a plusieurs, il est assez dur à trouver. Alors lui, je pense que c'est une indication sur son orientation politique. Il a un médaillon avec Charles Martel. Mais bon... C'est pas moi. C'est pas moi. C'est la petite histoire. Non, c'est pas le même Charles. Voilà. Donc... vous retrouvez des vidéos en fait des différentes enquêtes. On a fait une interview d'Alain Manguis qui est ici présent, hein, qui est
chercheur au CNRS, hein, et on l'avait interviewé sur l'affaire Humit notamment. Voilà, il y a plusieurs personnes, des gens très intéressants dont les interviews sont postées sur cette chaîne YouTube. Je ne savais même pas que cet ami avait fait une chaîne YouTube. Et vous retrouvez aussi une interview de Marinette Garbarino. Voilà, donc je crois que c'est Frédéric Garcia, une chaîne YouTube avec le petit médaillon Charles Martel, qui n'a rien à voir avec la choucroute, parce qu'entre-temps, il a rencontré Dieu et il ne croit plus aux extraterrestres. Alors, il a changé d'orientation philosophique et voilà. Donc Maurice, au plaisir de discuter avec vous. Hein, il est là, il est parmi nous en attendant d'aller voir le film sur Alors, Valençon. par le film, vous allez voir l'exposition de Maurice Mas. Là. Parce que oui. Vous n'avez pas de photo, là-bas vous verrez toute son histoire. Parle de l'expo là-bas. Oui, ça l'exposition est dans... L'exposition est dans le hall et je pense qu'on va la laisser parce qu'en fait, j'ai vu que l'exposition que le CEOF a installée intéressait beaucoup de gens. On peut la laisser dans nous deux. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va la laisser un petit moment dans l'espace Saint-Exupéry et puis après, je viendrai vous l'amener. Alors le film, je ne le connais pas puisque il a été tourné à Valençon, bien sûr. Et hier, Dominique Filiol m'a téléphoné. Parce que je pensais qu'il soit là aujourd'hui. Malheureusement, il m'a dit que je ne peux pas être là. Et il m'a dit, tu regarderas le film et tu diras ce que tu en penses, parce que je vais le découvrir comme vous. Je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu tourner. Je l'ai vu tourner le film, mais le film terminé, là vous avez la primeur. Et ensuite, si vous venez pour le 1er juillet à Valençon, vous aurez la deuxième séance. Peut-être même 3. Alors, la petite histoire, c'est qu'il y a 2 ans, je pense, j'allais chez un ami qui a un musée avec des uniformes, des véhicules anciens, et donc je vais à sa rencontre, et arrive l'équipe du tournage qui cherchait des figurants avec des uniformes de gendarmes des années 60 et autres, et donc ils ont, à mon avis, récupéré beaucoup de figurants, de costumes, de véhicules pour ce film. Voilà. Les figurants, puis les acteurs de Paris, hein. Parce que le principal acteur est un acteur qui vient de Paris. Hein. Il y avait des figurants de village. Donc il n'aura pas l'accent. Peut-être qu'il l'aura pris, je ne sais pas. Vous le verrez, vous le découvrirez. Comme moi. Allez, C'est pour ça. merci beaucoup Maurice, à tout de suite. Merci Christophe. Donc pour rappel, demain, il y aura encore 2 conférences. Nicole Sodiker à 10h30 sur les mondes parallèles. Denis Dorion à 14h30. Là, il nous parlera effectivement, lui, des contacts avec les galactiques, des messages. Alors, son parcours, il est très impressionnant. J'ai encore discuté avec lui tout à l'heure. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et après, pour ceux qui voudront faire un after, il y a une des dames qui a un stand qui nous parlera de la vie après la mort. Mais ça, on verra après, parce que je pense qu'après un week-end de conférence, il y aura peut-être des gens qui voudront aller se reposer. Mais bon, même si on n'est qu'un petit groupe, on le fera quand même. Voilà, merci Maurice, à tout de suite. Merci à vous. Merci beaucoup.